Bonjour à tous et merci de votre accueil chaleureux. C'est un grand plaisir. C'est vrai que depuis 2013, nous sommes des compagnons de route avec la NSFA qui était à l'origine de la création d'Annette. Et je veux saluer chemin faisant, en remerciant le professeur Hadjadj de son accueil et de ses mots très forts aussi. Que le professeur Krempf, qui est maintenant à la retraite, mais une retraite très active, a été, à l'époque président de la NSFA, le catalyseur de la création d'Annette. Et Véronique s'en souvient, lorsqu'on a fait notre première réunion à la Pitié-Salpêtrière, c'était Michel Krempf, professeur de nutrition à Nantes, qui était à l'origine de la création d'Annette. Donc, je vais vous parler d'une bestiole qui intrigue beaucoup de gens, qui est la lipoprotéine petit a. Je dis bien la, car il s'agit d'une lipoprotéine. Et j'ai repris la demande qui m'avait été faite, la LP petit a, qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux? Pourquoi Annette l'a intégré dans sa sphère? Et donc, maintenant, vous avez un logo qui est Annette et LP petit a. Et c'est ce à quoi je vais essayer de vous répondre dans la trentaine de minutes qui va suivre, et je l'espère dans un langage qui ne sera pas trop complexe. Si c'était le cas, vous n'hésitez pas à m'arrêter, on est entre nous, on est là pour échanger. Bien sûr, ce film et ce document seront à votre disposition par la suite, mais le cas échéant, il faut clarifier. J'ai devant moi des gens qui connaissent bien l'hypercholestérolémie familiale et qui savent que quand on parle d'hypercholestérolémie familiale, on parle d'excès de mauvais cholestérol, qui est vous le savez, LDL cholestérol. Qu'est-ce que c'est que la LP petit a finalement? C'est quelque chose de très proche du LDL cholestérol, puisque vous le voyez aussi ici sur ce schéma. Alors, je ne sais pas si j'ai un pointeur qui peut fonctionner. Non, est-ce que j'ai un pointeur? Je ne vais pas pouvoir. Je vais le faire comme ça, tenez, comme à l'école. Ça, c'est la LDL, c'est-à-dire cette grosse lipoprotéine qui est riche en cholestérol, qui va se déposer malheureusement sur les artères pour favoriser le processus d'athérosclérose, qui peut être responsable des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux. Mais sa particularité, alors que vous connaissez bien le LDL, c'est, vous le voyez, d'être associé à une autre protéine qui a été découverte par un monsieur suédois qui s'appelait Karlberg en 1963. C'est pas du tout récent, elle est connue depuis longtemps, la LP petit a, et qui a ces caractéristiques un peu bizarroïdes de structure. Vous voyez, des structures répétitives qui ressemblent à des petits gâteaux danois qu'on appelle les Kringles, d'où les petits K que vous voyez là, et qui ont des tas de numéros parce qu'il y a des variétés de Kringles qui sont différentes et que nos amis biochimistes ont bien décrit. Mais fondamentalement, c'est l'association de cette particule LDL qui caractérise l'hypercholestérolémie familiale et de la peau petit a qui fait que vous avez une lipoprotéine, LDL, et la peau petit a. Donc LP petit a, c'est aussi simple que ça. On va le voir, ce sont les caractéristiques particulières, en plus de celles des LDL, de la peau petit a, et sa parenté de structure avec le plasminogène, qui est une molécule qui intervient, vous allez le voir, dans les phénomènes de dissolution du caillou, c'est-à-dire de fibrinolyse, qui en fait toute la particularité. Mais à la base, et déjà c'est un élément de réponse à la question qui est posée, pourquoi le lien avec Annette et l'hypercholestérolémie? Tout simplement que c'est une variété de LDL. Alors, vous vous intéressez peut-être aux chèvres, mais certainement à la génétique. J'aime bien mes petites chèvres. Elles sont toujours, ceux qui connaissent mes topos, voient en général les hétérozygotes qui interviennent chemin faisant. Et on est bien là aussi dans la question de la génétique. Parce que là aussi, vous le savez, la transmission de l'hypercholestérolémie familiale se fait sur un mode autosomique dominant. Si malheureusement je suis atteint de l'hypercholestérolémie familiale du fait d'une mutation spécifique, primitive, bien, il y a un risque sur 2 qu'un de mes descendants soit atteint. Le mode de transmission de la LP petit a, c'est la même chose. Donc là aussi, c'est une bonne raison de partager cet élément-là dans le contexte d'une association qui s'intéresse aux LDL d'origine génétique, par leur augmentation, et qui sont susceptibles, on va le voir, d'interférer avec les phénomènes d'athérosclérose, mais on va le voir aussi, de thrombose. Donc ça, la génétique justement de l'hypercholestérolémie familiale, je ne vais pas y revenir. Vous la connaissez, en tout cas, vous savez qu'elle est à l'origine de toutes les recherches qui ont été faites. Catherine Boileau a été citée tout à l'heure, c'est la découvreuse du PCSK9, on voit mentionner ici, mais avant, on avait décrit toute une série de mutations du récepteur du LDL, il y en a plus de 1500 décrites, ou de la peau B,
Ça, c'est la spécificité du LDL cholestérol. Il faut ajouter à cette spécificité-là celle de l'ApoA, dont je vous ai parlé rapidement avant. Alors, un petit mot justement sur ces phénomènes de dissolution du caillot. Si un caillot se forme dans une de vos artères pour une raison, je dirais, d'incident dans le flux sanguin, ben vous avez des phénomènes physiologiques qui, normalement, contribuent, en faisant intervenir la plasmine, dont le précurseur est le plasminogène, eh bien, à la lyse de ce caillot. C'est-à-dire, il va se dissoudre sous l'effet de la plasmine qui est issue du plasminogène. Eh bien, si vous avez une LP-A qui est un petit peu élevée, du fait de sa parenté de structure, vous l'avez vu avec ce fameux plasminogène, ben les choses ne vont pas se passer comme ça. Il va y avoir en quelque sorte une interaction avec les phénomènes de fibrinolyse, c'est-à-dire un défaut de dissolution du caillot qui va favoriser la thrombose. Et ceci, ben ça s'associe aux risques particuliers qui sont liés à nouveau au LDL. Donc LDL plus ApoA, c'est LP-A et défaut de fibrinolyse en plus d'athérosclérose. Et c'est déjà, si vous voulez, un premier schéma de synthèse qu'on pourrait vous proposer assez simplement. Voilà la LP-A avec son LDL et son ApoA. Les risques d'athérosclérose, ils sont liés au LDL, je vais y revenir. Les risques de thrombose à l'ApoA. Et on verra qu'on a découvert et décrit depuis peu des éléments de composition de cette lipoprotéine complexe et qui sont également responsables d'autres éléments, en particulier des rétrécissements de la valve aortique par le fait que ça favorise des dépôts de calcification sur les valves aortiques. Alors quelques mots sur sa concentration plasmatique, ses dosages. La concentration plasmatique, et ça aussi c'est une des caractéristiques, ici vous avez la description d'une population, en l'occurrence qui est coréenne, mais on pourrait trouver la même chose dans nos populations caucasiennes, répartition de la concentration de LP-A. Et vous voyez qu'il y a une extrême variabilité, ce n'est pas du tout une concentration gaussienne, mais on voit qu'il y a une médiane de concentration qui est relativement basse, aux environs de 0,15, 0,20 mg par litre, et puis qu'il y a un décalage qui se fait vers la droite, et qu'on peut aller du coup d'une concentration qui est pratiquement nulle, de 0,01 g par litre, à près de 3 grammes. Donc je vous demande de bien retenir ça, parce qu'il y a un extrême gradient de concentration pour les mêmes individus, enfin des individus d'une population donnée. Et on le verra après, ce qui est important par rapport à un risque lié à l'augmentation de cette lipoprotéine, c'est de dépister les gens qui ont une concentration d'élevée à très élevée. Ce qu'on sait en moyenne, et je reviendrai sur ces questions de seuil, c'est que dans les populations ici asiatiques par exemple, bien, il y a 25% des sujets qui ont plus de 0,30 g et 14% qui ont plus de 0,50 g. Plus le seuil est élevé, plus le risque va être grand. Alors, ce point-là, ce n'est pas anodin. Vous voyez les discussions qu'on a actuellement sur le dépistage de l'hypercholestérolémie familiale en disant c'est un scandale, et c'est un scandale qu'il n'y ait que 10% des 270 000 à 300 000 hypercholestérolémiques familiaux qui ne soient pas dépistés. Mais si on applique ces données statistiques sur le nombre de sujets qui ont des LP-A élevés en fonction d'un seuil qu'on détermine, si on dit par exemple 0,5 g par litre, ça représente en France de 9,6 à 13 millions de personnes, alors qu'on parle de 270 000 patients qui aient une hypercholestérolémie familiale. Je fais d'ailleurs une incidente sur ce sujet-là. 270 000, c'est pratiquement autant que la population des diabétiques de type 1, et je me plais à rappeler cet élément-là. Est-ce que vous imaginez une seconde qu'on discute l'insuline pour les diabétiques de type 1 insulinodépendants ? Alors pourquoi 90% des hypercholestérolémiques familiaux ne sont pas traités ? C'est ce qu'on peut renvoyer assez simplement à nos amis des pouvoirs publics, sans se mettre en colère, mais en étant ferme sur les prix. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des concentrations de LP-A élevées, et en fonction du seuil que l'on va choisir comme étant un seuil à risque, c'est un débat scientifique, eh bien on a dans le monde entre 1,2 à 1,5 milliard de personnes. C'est vous dire que quand on parle de questions de santé publique, évidemment, il faut avoir ces chiffres à l'esprit. Alors,
Des points sur lesquels j'insisterai moins parce qu'ils sont d'une complexité scientifique qui risquerait d'égarer les choses, mais sachez qu'il y a des particularités génétiques à la constitution de cette fameuse apoprotéine petit a. Qu'il en existe des isoformes venant de papa et de maman, et que la taille de ces isoformes conditionne la concentration circulante. Et pour vous dire les choses simplement, plus l'isoforme ou les isoformes que j'ai reçues de mes parents sont de petite taille, plus la concentration sera élevée. Et c'est ce qui apparaît ici, vous voyez des isoformes de petite taille s'associer à des concentrations élevées. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour la recherche, pour essayer de définir, pour une concentration égale, la nature de l'isoforme que j'ai reçue de mes deux parents et qui conditionne la dangerosité de cette concentration élevée. Elle n'est probablement pas égale d'une même concentration à l'autre pour un individu et un autre. Alors parlons justement un petit peu des dosages sans être trop technique. Mais vous voyez qu'il y a un grand expert qu'on avait d'ailleurs invité à un de nos congrès de la NSFA qui ne manque pas d'esprit, en dehors du fait qu'il a des grandes connaissances, qui est M. Cronenberg, là, qui est marqué au-dessus. Et M. Cronenberg, quand il nous parlait de la question de comment on fait les dosages, quel problème ça pose, ben, vous voyez, il avait intitulé son topo dans le meilleur français shakespearien « A Potpourri of Problems ». C'est-à-dire que, pour vous résumer les choses, le dosage de la lipoprotéine petit a, c'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose sur lequel les experts, et en particulier les biologistes, les biochimistes, s'arrachent les cheveux. Moi, j'ai renoncé depuis un moment, et vous pouvez comprendre pourquoi, sur le choix du dosage, la manière dont il faut prélever, le sérum frais, la congélation, la calibration. Bon, je vais vous épargner tout cela pour vous dire que, quand même, en pratique, si vous demandez à votre médecin de faire un dosage, bien, il existe des dosages. Ces dosages sont essentiellement des dosages immunologiques, immunoturbémétriques ou immunonéphélémétriques, mais ils ont des particularités parce que le fait d'avoir cette fameuse apoprotéine petit a, qui est de taille variable, avec des éléments répétitifs, pose des problèmes de dosage, pour vous dire les choses simplement. Il faut essayer d'avoir des anticorps particuliers qui sont dirigés contre les isoformes qui ne sont pas les formes répétitives, parce qu'autrement, ça fausse en quelque sorte la nature du dosage, ça peut produire des sur- ou des sous-évaluations. Je ne vous en dirai pas plus, parce que c'est après un petit peu technique, et pour tout dire, un peu barbant. Par contre, avoir une idée des chiffres, des normes, de ce que les experts souhaitent avoir. Bon, 1 gramme par litre de L-petit a, concentration très élevée. Je vous rappelle que la médiane d'une population tout venant, c'est 0,2 grammes par litre. C'est l'équivalent de 100 mg par décilitre, ça c'est ce que les anglo-saxons utilisent. Et c'est l'équivalent, si on exprime les choses en nanomoles, ce que souhaitent actuellement nos amis biochimistes, de l'ordre de 250 nanomoles. C'est de l'ordre 2, parce qu'il y a des nuances sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ce que vous verrez si vous regardez un petit peu les études sur l'L-petit a, c'est qu'il vaut mieux, on retient actuellement l'idée qu'un seuil supérieur à 0,5, si votre médecin vous fait le dosage, commence à s'associer à un surcroît de risque de maladies cardiovasculaires, et j'y reviens. Mais cette donnée-là est discutée, et nos amis des laboratoires qui nous proposent des études sur des populations sélectionnées, parfois nous proposent des seuils un petit peu plus élevés, dans la perspective de nouveaux traitements, dont je vous dirai quelques mots après. Après, on vous dose régulièrement, en tant que patient atteint d'hypercholestérolémie familiale, votre LDL cholestérol. Vous vous souvenez, c'est par la formule dite de Friedewald, on calcule dans l'EAL, l'exploration des anomalies lipidiques, le LDL cholestérol. C'est un calcul qui est fait à partir du cholestérol total, des triglycérides et du HDL cholestérol, dit bon cholestérol. Bien, sachez que lorsque votre L-petit a est élevé à très élevé, il faut en tenir compte dans le calcul du LDL. Il n'a plus la même valeur et il y a des formules qui sont, vous voyez, assez simples d'ailleurs, qui ont été décrites du LDL calculé, mais qui est corrigé de la L-petit a. Pour dire les choses simplement, vous retirez 0,3 fois la valeur en masse, c'est-à-dire en grammes par litre de la L-petit a ou à votre LDL, pour avoir le LDL réel, entre guillemets. Important parce que vous vous souvenez qu'on a des seuils. On dit qu'en prévention primaire, il faut que votre LDL soit à moins de 1 gramme par litre sous traitement, à moins de 0,55 grammes par litre, si vous êtes en prévention secondaire. Donc il faut avoir, entre guillemets, le vrai LDL, et il peut se corriger la L-petit a. Autre point très important actuellement, et sur lequel nous bagarrons, nous, société savante, mais où le poids des patients est important, c'est que d'une
décision unilatérale des pouvoirs publics prise en 2005, eh bien, ce dosage n'est plus remboursé. Et si vous le demandez à votre médecin, ou si vous le faites, il vous en coûtera, sauf dans le cadre hospitalier, quand on a des accords ad hoc avec nos collègues biochimistes, 17 €. Alors certes, ce n'est que 17 €, monseigneur. Néanmoins, certains résistent à ces 17 €. Donc, sachez-le. Après, bien sûr, si on fait de la science, il y a beaucoup d'autres manières d'aborder la Lp petit a. Il y a des données génétiques, en particulier certains polymorphismes génétiques, dont je vous ai décrit certains ici qui ont des acronymes bien compliqués, qui s'associent simplement à des valeurs plus élevées. Et pour la première fois, ça ne m'était jamais arrivé, j'ai reçu un mail il y a quelques semaines, un monsieur qui habitait pas très loin d'ici, à Lorient, et qui m'envoyait son dosage de Lp petit a, et ces SNP qui avaient été évalués, il avait un de ces deux SNP qui favorisait l'augmentation des petites isoformes d'apoptita, il le savait très bien, il m'a bluffé ce monsieur, et l'augmentation de la Lp petit a, il me disait, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? J'aimerais bien avoir votre avis. Bien, nous avons discuté, il revenait des États-Unis où tous ces dosages lui avaient été faits. Assez extraordinaire. Bon, il y a des techniques de recherche pour déterminer les structures de ces apoptita, de ces isoformes d'apoptita. Le point simplement sur lequel je voudrais insister pour finir la partie, je dirais, de la biologie et de sa complexité, c'est que vous avez des groupes d'experts, et en l'occurrence l'IFCC, qui est le regroupement, si vous voulez, des biologistes au niveau international, qui travaillent pour définir le gold standard de ce qui sera le dosage le plus adapté. Donc c'est quelque chose qui avance. Actuellement, si vous faites un dosage avec les techniques immunologiques habituelles, ces dosages restent peu ou prou valides. Il faut qu'ils soient interprétés par un médecin qui connaît un petit peu le sujet. Ils ont des limites, mais à terme, nous aurons des dosages qui seront validés et standardisés. Ça fait effectivement plus de 30 ans que ça dure. Donc quelques mots maintenant sur les relations entre l'élévation de la Lp petit a et vous gardez en tête donc ce seuil. En gros, si je mets une Lp petit a qui a plus de 0,5 et je commence à avoir un risque qui croît, et vous voyez ici l'augmentation de concentration par rapport au risque d'infarctus du myocarde. Là, vous voyez que lorsque vous dépassez 0,5, 1 gramme, 1,50 g, vous avez une augmentation tout à fait claire du risque d'infarctus du myocarde. Ça, ce sont des très grandes cohortes scandinaves. Ici, même si l'échelle n'est pas la même, il s'agit des infarctus du myocarde et des maladies coronariennes. L'augmentation de la Lp petit a, selon la valeur de celle-ci, va augmenter de 1,5, 1,7 à 2,5 pour les valeurs très élevées, le risque de faire un infarctus du myocarde. Alors bien sûr, quand on discute avec les experts des agences, ils nous disent « mais est-ce qu'on a des données en France? Est-ce qu'on sait qui que quoi ?» Je vous donne simplement les données de ce registre qui s'appelle le registre RICO, qui a été publié il y a très peu de temps par Michel Farnier, que certains d'entre vous connaissent, qui est un lipidologue distingué dijonnais. Et ils ont simplement regardé, en faisant systématiquement les dosages de Lp petit a chez plus de 1219 patients en 2019 et 2020 à Dijon, ce qu'il en était de la valeur de ce dosage. Est-ce qu'il était élevé? Pas élevé. L'a fait de manière systématique à tous les gens qui faisaient un infarctus. Après la coronarographie. Et bien ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y en avait 13% qui en avaient plus de 0,50 g, c'est-à-dire entre 125 et 250 nanomoles, et 6% qui avaient des valeurs très élevées à plus d'1 gramme par litre. Si je résume ça, 19% des gens qui font un infarctus tout venant ont des niveaux de Lp petit a qui sont d'élevés à très élevés. C'est considérable. Et ça, c'est en vraie vie dans le centre de cardiologie de Dijon, publié il y a quelques semaines. On peut donc donner à nos édiles des pouvoirs publics. Ça, c'est simplement pour vous souligner, c'est toujours la notion de plus ma Lp petit a augmente, plus mon risque de maladie cardiovasculaire et coronarienne augmente, mais avec la notion que si j'ai des petites isoformes, c'est-à-dire les isoformes issues de maman ou de papa qui sont de petite taille, plus le risque de maladie cardiovasculaire va être grand. Maladie cardiovasculaire, c'est aussi accidents vasculaires cérébraux. Il y a aussi des données sur l'augmentation de la Lp petit a et le risque d'accidents vasculaires cérébraux, mais le point sur lequel, et je pensais l'avoir ajouté dans mon diaporama, alors qu'il ne veut pas le coquin, normalement ce qu'il y avait marqué là, c'était que c'était en particulier vrai chez les enfants. Et là j'attire votre attention là-dessus, parce qu'on discute aussi dans les questions de dépistage, bien évidemment de l'âge. Bien, il y a des données qui montrent que l'élévation de la Lp petit a, particulièrement chez les enfants, peut être un facteur de risque d'accidents vasculaires cérébraux, ce qui est évidemment une situation dramatique et qui n'est pas si fréquente
heureusement. Le dernier point sur le plan des associations entre l'élévation de la L-peptida et les pathologies cardiovasculaires, c'est un point très récent. On a pu montrer que le fait que la L-peptida augmente, eh bien, ça avait un effet de production de calcification. Un effet, vous voyez, pro-ostéogénique. Et particulièrement au niveau de certaines des valves du cœur. Ce qu'on sait maintenant, alors pourquoi ces valves-ci, pourquoi ces valves-là, c'est un peu mystérieux, c'est probablement lié à la nature du flux sanguin, en particulier au niveau de la valve aortique, qui est très puissant. Mais sans rentrer dans le détail, il y a certaines variétés de lipides dans la L-peptida, qui s'appellent les phospholipides oxydés, qui favorisent la production de calcification. Donc si j'ai une L-peptida élevée depuis ma naissance, je vais avoir plus de calcification sur l'aorte, et un jour peut-être plus de réduction du calibre de la valve, ce qu'on appelle une sténose aortique. Donc là aussi, c'est un élément qui est important à connaître, qui est maintenant bien documenté, et vous le voyez, L-peptida à plus de 0,9 g par litre, par exemple, dans une étude récente, c'est 3 fois plus de risque de sténose valvulaire aortique chez des gens d'un âge relativement avancé. Donc tout ça, ça nous amène à un schéma qui est relativement simple. Quelle que soit la question par laquelle, l'extrémité par laquelle on considère la question, l'élévation de la L-peptida, ça augmente les CHD, cardiovascular disease, CVD, cardio heart disease, sorry. Thank you. Donc, les maladies cardiovasculaires sont augmentées par l'élévation de la L-peptida, elle-même augmentée par la particularité génétique des isoformes de cette dernière, qui agit aussi directement sur la manifestation des maladies cardiovasculaires. Alors pourquoi il y a ici un petit mot sur ce qu'on appelle la causalité réverse, c'est que pendant longtemps on s'est demandé si en fait c'était pas l'infarctus lui-même qui provoquait l'augmentation de la L-peptida. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une espèce de phénomène de causalité réverse, et il a fallu des études de génétique pointues pour montrer que ça n'était pas le cas, et que quelle que soit la condition, qu'elle soit favorisée par un phénomène pathologique comme par exemple l'insuffisance rénale ou bien d'origine primaire génétique, bien la L-peptida elle était responsable des anomalies qu'on constatait en particulier sur le plan cardiovasculaire et pas l'inverse. Alors maintenant, quelques situations de pathologie particulières, et si j'ose dire à tout seigneur, tout honneur, l'hypercholestérolémie familiale pour commencer, il y a des situations où il est important, et vous allez le voir, on l'a repris dans des recommandations qu'on a publiées il y a quelques mois avec la NSFA, où on a intérêt à doser la L-peptida. Vous l'avez bien compris maintenant, la L-peptida c'est une LDL particulière. L'hypercholestérolémie familiale, c'est une élévation génétique du LDL cholestérol. Donc il est indispensable de mesurer la L-peptida chez tous les patients qui ont une hypercholestérolémie familiale, et si parmi vous qui êtes éventuellement patient, ce dosage n'a pas été fait, demandez-le à votre endocrinologue, cardiologue, médecin généraliste. Ils ne sont pas toujours complètement au fait du sujet. Il faut travailler ce sujet pour que la communauté médicale le maîtrise et puisse le doser. Pourquoi ? Parce que c'est un facteur de toute façon additif cardiovasculaire, et les mécanismes de l'augmentation et de l'un et de l'autre ne sont pas les mêmes, mais au final, c'est toujours une LDL athérogène ou athérothrombogène qui est augmentée. Donc, dosage indispensable à faire dans le contexte de votre hypercholestérolémie familiale. La fonction rénale, je l'évoquais tout à l'heure. Ça bouge très peu la L-peptida, elle est élevée dès la naissance et elle est peu sensible à la diététique, à la différence de l'hypercholestérolémie familiale, aux facteurs environnementaux, à l'activité physique. En revanche, si votre fonction rénale, quels qu'en soient les motifs, se dégrade, hypertension artérielle, diabète de type 2, enfin diabète, eh bien la L-peptida va monter. Et si à l'inverse, vous corrigez cette insuffisance rénale par une hémodialyse ou une dialyse péritonéale, eh bien vous voyez que la L-peptida redescend. Ce sont parmi les rares situations où on voit la L-peptida qui peut monter proportionnellement à la dégradation de la fonction rénale, puis redescendre si celle-ci est améliorée, quelle qu'en soit la raison. Le diabète de type 2, une situation très particulière. Si je suis diabétique, vous savez comme moi qu'être diabétique de type 2, c'est-à-dire avoir une hyperglycémie chronique, ça s'associe à un surcroît de risque cardiovasculaire spécifique. Microangiopathique, les yeux et les reins, ça c'est... l'athérosclérose c'est non spécifique et la microangiopathie c'est spécifique, c'est les yeux et les reins. Mais quoi qu'il en soit, si je suis diabétique et que j'ai une élévation de la L-peptida,
c'est un facteur de risque supplémentaire, donc ce n'est pas bon du tout pour le pronostic cardiovasculaire. Mais ce qu'on a vu dans un certain nombre d'études, c'est l'inverse. Les gens, et il y en a, qui ont des LP(a) très très basses, eh bien, semblent avoir un plus grand risque de développer un diabète de type 2. Ça, on ne sait pas du tout pourquoi. C'est un point important. Pourquoi ? Parce que je vous en dirai un petit mot juste après pour conclure. Il y a des nouveaux traitements qui arrivent sur le marché. Ces traitements vont faire baisser beaucoup la LP(a) et on s'en réjouit. Mais il peut y avoir des signaux, en tout cas, il faut s'inquiéter du fait que ça puisse s'associer à une dégradation de l'équilibre glycémique. Après, tout ça, c'est une question de rapport bénéfice-risque qui seront discutés le moment venu. Mais LP(a) très basse, ça peut s'associer à des signaux qui vont dans le sens du diabète de type 2. Alors, quelques mots sur les recommandations, puisque, vous le savez, ce qui guide les médecins, cardiologues, endocrinologues, mais aussi les généralistes, c'est toute une série de recommandations de bonnes pratiques qui nous guident. Est-ce qu'il faut faire ce dosage de LP(a) ? Dans quelles circonstances ? C'est compliqué, elles sont renouvelées au fil des publications, et il est très difficile aux spécialistes et aux généralistes de se les approprier, tant elles changent rapidement. Quoi qu'il en soit, juste pour vous pointer les éléments qui sont mis en évidence dans les 6 dernières et principales recommandations qui ont été publiées dans le monde. Certains disent, ce dosage est très important, vous voyez 2 sur 6, mais il faut le faire juste une fois dans la vie, et puis avec ça, le plus tôt on le fait, on aura une idée sur l'avenir cardiovasculaire des patients. En particulier les recos cardiologiques européennes de 2019, dont se sont inspirés nos cardiologues franco-français. D'autres, c'est la majorité, vous le voyez, disent, si vous avez une histoire familiale de maladie cardiovasculaire précoce, ce qui malheureusement arrive, un infarctus qui survient avant 55 ans chez une femme ou avant 65 ans, chez un homme, pardon, et 65 ans chez une femme, eh bien vous devez faire ce dosage systématiquement. Vous avez une histoire personnelle de maladie coronarienne et de maladie coronarienne précoce et évolutive, des accidents récurrents, là il faut faire le dosage. Vous avez un risque cardiovasculaire, il y a des moyens d'évaluer le risque par des formules qui est de modéré à élevé, eh bien vous le verrez, ce dosage-là vous sert à affiner la prédiction du risque et à stratifier votre niveau de risque. Enfin, vous êtes sous traitement, vous avez des statines, vous avez des éthymines, voire même un inhibiteur de PCSK9, et malgré tout ça, vous voyez votre maladie cardiovasculaire qui continue à évoluer. C'est bizarre, ça veut dire qu'il y a autre chose. Et ce autre chose, ça peut être la LP(a), donc c'est le moment de faire le dosage. Voilà, ça c'est un balayage très rapide, et je vous prie de m'en excuser, des recommandations internationales, pour faire un tout petit focus sur celles que nous avons produites, avec un groupe de travail qu'on a piloté avec mon ami Eduardo Anglescano, qui est le roi de la thrombose justement sur la LP(a). Eh bien, on a produit donc avec la nouvelle Société française d'athérosclérose des recommandations. Depuis lors, l'EAS, il y a quelques semaines, a sorti des nouvelles recommandations, donc ça tombe à gravelotte, hein, et donc il faut à chaque fois réactualiser. Bon, je vous donne le franco-français, quand même, on est entre nous, hein. De manière très schématique, là encore, qu'est-ce qu'on dit dans nos recommandations ? Bien, on dit, la LP(a), elle doit être mesurée au moins une fois dans la vie, chez tous les sujets qui sont à haut risque cardiovasculaire, ou qui ont des antécédents de maladies cardiovasculaires prématurées, comme je l'ai évoqué juste avant, dans l'hypercholestérolémie familiale, sujet que vous connaissez bien, mais aussi dans les situations de diabète de type 1 ou de type 2, ainsi que d'insuffisance rénale. Et vous voyez que si on regroupe ça, ça fait beaucoup de monde. On n'est pas loin du once in a lifetime. Quand on fait ce dosage, eh bien, il ne faut pas oublier qu'on doit corriger sa valeur de LDL. Si vous avez un LDL qui est calculé et que vous avez une valeur de LP(a), ben vous savez que vous avez une formule pour corriger votre LP(a), multiplié par 0,3, et vous aurez la vraie valeur de votre LDL ainsi que la valeur de votre LP(a). Et ça, les médecins pourront discuter là-dessus. Le seuil, je vous l'ai dit, jusqu'à nouvel ordre, on dit que c'est plus de 125 nanomoles, on préfère les nanomoles, et ce qui correspond à plus de 0,50 g, mais je pense que ces seuils seront discutés au fil des ans. Peut-être qu'on sera 0,6, 0,7, on le verra en fonction de ce qui est proposé pour les nouveaux traitements. Après, le fait d'avoir une valeur très élevée pourra amener, parce que bien sûr c'est la question corollaire, à modifier votre traitement.
si on a en particulier une L-peptida qui a plus de 250 nanomoles, c'est-à-dire 1 gramme par litre, eh bien, ce qu'on a proposé dans les recommandations, c'était, bien sûr, que le traitement des lipides habituels soit le plus renforcé possible, ça je dirais c'est le bon sens, mais éventuellement de rajouter un traitement anti-agrégant plaquettaire, c'est-à-dire des traitements par des petites doses d'aspirine, si on trouve d'autres éléments qui nous font penser que l'athérosclérose est en train d'évoluer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le score calcique, c'est-à-dire les dépôts de calcification. Vous vous souvenez, L-peptida et calcification sur les coronaires. Ça se fait par un scanner cardiaque coronarien et c'est 10 minutes d'examen, ou bien si on vous fait un écho-doppler des troncs supraortiques, le fait d'avoir une sténose de plus de 50% de vos carotides. On avait proposé d'autres choses qui ont été retoquées par les reviewers, en particulier chez les femmes fumeuses qui avaient une L-peptida à plus de 1 gramme. Bon. Pour terminer, le traitement, puisque finalement, pourquoi est-ce que la L-peptida, qui est connue depuis 1963, est restée quelque peu en sommeil ? C'est qu'il y avait beaucoup d'éléments pour penser qu'elle était liée à un excès de risque athérothrombotique, et ça s'est confirmé au fil des décennies. Mais la difficulté, c'est qu'après, on disait, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que les traitements que l'on a sont efficaces ? La réponse était non, il n'y a rien pour la faire baisser, et on a fermé le rideau. Vous allez voir que le profil change. Vous le savez, actuellement, vous avez à votre disposition des traitements qui ont été évoqués dans les interventions antérieures, les statines, les étimibes essentiellement pour le cholestérol, le fibrate c'est pour les triglycérides. Ça n'a aucun impact sur la L-peptida. 0 de chez 0. Il y a même quelques travaux qui montrent que ça fait un peu monter la L-peptida, les statines. Bon. Il y avait des espoirs sur l'acide nicotinique, qui est un vieux médicament américain, mais qui finalement a été étudié de près dans un certain nombre de cohortes, et les résultats ont été négatifs. Et ce sont des médicaments qui sont mal tolérés, curieusement, en Europe occidentale, qui donnent des flushs et des bouffées de chaleur. Donc, en gros, pas de traitement disponible actuellement. La seule chose qui marchait jusqu'à nouvel ordre, c'est ce que vous connaissez, qui sont les LDL aphérèses, c'est-à-dire ces processus d'épuration du LDL cholestérol qui peuvent épurer au même titre la molécule de LDL qu'on trouve dans l'hypercholestérolémie familiale et celle de l'hypoprotéine petit a, puisque c'est le même type de molécule. Une fois tous les 15 jours, vous allez vous faire épurer votre LDL cholestérol, votre L-peptida. Ça marche très bien, ça la fait baisser de 60 à 75%, mais c'est contraignant. C'est comme une dialyse que l'on ferait tous les 15 jours, n'empêche que ça a un impact, bien évidemment, sur votre niveau de LDL et le risque que vous fassiez un accident cardiovasculaire. Donc ça reste d'actualité, et il y en a de moins en moins de fait depuis le développement des nouveaux médicaments que sont les inhibiteurs de PCSK9. La bonne nouvelle, c'est donc qu'il y a des nouvelles molécules. Les anti-PCSK9, ils s'adressent essentiellement à la réduction du LDL cholestérol, mais on va le voir, ils réduisent aussi moins la L-peptida. Et puis, il y a des nouveaux médicaments qui s'adressent directement à la L-peptida et qui vont la faire diminuer spécifiquement. Je termine là-dessus. L'alirocumab, c'est un des médicaments, vous le savez, qui est un inhibiteur de PCSK9 qui fait baisser de 60 à 70%, enfin 50 à 60% le LDL cholestérol. Vous voyez que si on regarde la L-peptida dans les études qui ont évalué l'alirocumab, je vous rappelle, certains d'entre vous sont peut-être traités, une injection tous les 15 jours d'un médicament inhibiteur de PCSK9, chez des patients sélectionnés, mais il y en a un petit peu plus, Lionel, tu l'as rappelé maintenant, permet une diminution de 20 à 30% de la L-peptida. C'est la première fois qu'on a un médicament qui fait baisser la L-peptida. Est-ce que ça a un impact sur les événements cardiovasculaires ? Puisque ce qu'on demande à ces médicaments-là, c'était le cas avec la diminution du LDL cholestérol et la réduction de ce qu'on appelle dans les études les MACE, les principaux événements cardiovasculaires, eh bien, la réponse est oui. Alors que cette étude n'était pas faite pour ça, elle n'était pas étudiée pour la L-peptida, mais pour la réduction du LDL. Eh bien, ce qu'elle montre, c'est que diminuer, vous le voyez, de 15 mg par décilitre, c'est-à-dire 0,15 g par litre, la L-peptida réduit les accidents cardiovasculaires de 14%. Or, cette étude n'était pas faite pour ça et la diminution reste quand même, je dirais, relativement modeste, 15-20%. Donc, c'est la seule étude, et ça a été confirmé dans l'étude Fourier qui a été faite avec l'évolucumab, qui est le frère presque ami de l'autre inhibiteur de PCSK9. On a donc des molécules qui sont les molécules de la médecine moderne, c'est-à-dire des oligonucléotides antisens
qui agissent sur la synthèse soit de la l'apoptita, soit de la l'ApoB constitutive de la LDL ou de la L-peptita, et qui, on le voit dans des études de phase 2, font diminuer de 60 à 80% la concentration plasmatique de cette bestiole-là. Donc des résultats qui sont extrêmement spectaculaires et qui font donc maintenant l'objet d'études. Ça, c'était phase 2, c'est-à-dire on étudie la pharmacologie du médicament, on regarde si c'est bien efficace, et après, on prend des grandes populations de patients qui ont des maladies cardiovasculaires, et on regarde si ça réduit l'incidence et la prévalence des nouveaux événements. Donc, l'espoir, on l'a, on a des nouvelles molécules, simplement il faut attendre 2 à 3 ans que ces nouvelles molécules, qu'il s'agisse des oligonucléotides antisens ou les siRNA, qui sont en cours d'évaluation, de voir si effectivement ils réduisent les événements cardiovasculaires comme ceci tendait à être montré par les études avec les inhibiteurs de PCSK9. Et j'espère ne pas être trop technique. Le message, c'est qu'il y a de l'espoir, il faut être un tout petit peu patient, mais du coup, si vous avez la connaissance de votre dosage, vous pourrez peut-être bénéficier d'ici 2 à 4 ans de nouveaux traitements extrêmement efficaces. Leurs coûts, leurs indications, tout ça, c'est des discussions avec la NSM et autres agences, et ça, c'est pas une mince affaire. Pour vraiment terminer, puisque je vous annonce que je termine à chaque fois, en fait, je ne me tais pas. Je vais vous parler de la vraie vie de patient que je suis. Monsieur R, c'est un patient de 46 ans que j'apprécie beaucoup. C'est un monsieur qui est maçon, qui est au chômage, et vous allez comprendre pourquoi. Il a des antécédents familiaux de coronaropathie précoce et d'hypercholestérolémie. On va le voir, qui n'a jamais été génétiquement démontré, mais il y en a dans 20% des cas pour lesquels on ne trouve pas de cause génétique, chez sa mère, et c'est chez sa sœur que j'avais par ailleurs suivi, mais qui s'est marié avec un Irlandais et qui s'est enfui en Irlande, puis au Costa Rica, puis. Il y avait une situation de grossesse et HF qui était assez complexe. C'est un monsieur qui est vraiment sérieux et observant, et quand je le vois pour la première fois en 2012, une année avant la création d'Annette, il est déjà tritronculaire, multistenté, il a fait 4 syndromes coronariens aigus. C'est quand même du solide. Il fume encore, ce qui est une cata. Et comme je suis un peu tabacologue aussi par ailleurs, je lui explique que quels que soient les bons traitements qu'on lui donne, s'il continue à fumer, ça ne le fera pas. Mais ça a été un travail de longue haleine, il a réussi à s'arrêter de fumer. Il n'est pas diabétique, ni hypertendu, et vous le voyez, il a un indice de masse corporelle qui est inférieur à 25, donc il est de poids normal. Il a son traitement de coronaropathie habituel, ce qu'on appelle le traitement basique, bêta-bloquant, etc. Et il a de l'atorvastatine à 80 mg et de l'ézetimibe à 10 mg. Vous connaissez ça, ce sont des traitements déjà solides. On peut guère faire plus d'ailleurs, on pourrait rajouter du Questran, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de volontaires pour prendre du Questran au jour d'aujourd'hui. Mais on peut, hein, ça reste un bon médicament. Eh bien, regardez ce que ça donne. LDL cholestérol avec ce bon traitement à 2,58 g. Je vous rappelle qu'en prévention secondaire, il doit être à 0,55 g. Et les mêmes valeurs en millimoles. Alors que HDL et triglycérides sont normaux. Il y a un petit souci quand même. Hein. HF probable, je le fais génotyper comme je vous l'avais dit, le génotypage revient négatif. Bon, ça veut dire qu'il y a probablement une autre anomalie génétique que actuellement même Catherine Boileau n'est pas capable de découvrir. Donc on va lui demander, hein, Lionel, je compte sur toi pour lui dire qu'il faut un peu s'agiter. Hein. Elle cherche. J'ai interrogé mes amis généticiens, là ils sèchent un peu. Bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est devant quelqu'un qui a une coronaropathie excessivement sévère, qui est évolutive et qui a des niveaux de LDL au plafond, sous traitement hypolipémiant maximum habituel, économiquement acceptable. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous imaginez bien que parmi les choses qu'on a faites, on lui a dosé sa L-peptita, et voici ses résultats. LDL à 2,58, L-peptita à 1,56 g. Vous vous souvenez hein, du gradient? Je vous avais dit on peut aller de 0,01 à 3 g. 1,56 et 370 nanomoles, c'est beaucoup. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Il a participé à une des études protocolisées, parce que je vous le rappelle en tant que patient, si vous êtes suivi dans des centres experts, on peut vous proposer de participer à des études. Alors certes, ce sont des études contre placebo, donc c'est éthiquement bien sûr à discuter et à bien réfléchir, mais vous pouvez avoir aussi la chance de bénéficier avec un excellent encadrement médico-scientifique de nouvelles molécules. À discuter bien sûr avec vos praticiens.
En tout cas, il bénéficie de l'évolocumab pendant 5 ans. Étude Fourier, qui a démontré l'efficacité des médicaments de l'évolocumab, en l'occurrence, sur la réduction des événements cardiovasculaires. Vous voyez l'efficacité sur le LDL. 2,58 g à 2,36 g. Ah non. Et la L-peptida qui descend à 1,45 g. Alors je ne vous cache pas notre désappointement, frustration. Et pendant ce temps-là, vous l'avez vu peut-être en haut, il a maintenant eu 2 SCA en plus. Il a une insuffisance cardiaque qui est liée à sa coronaropathie. Il porte ce qu'on appelle une live vest. Bon, donc qu'est-ce qu'on décide dans cette logique-là? C'est la LDL L-peptida phérèse, ce qui suit actuellement de manière régulière et de manière très sérieuse. Il a arrêté de fumer, il va relativement bien. Bon, vous imaginez aussi l'intérêt qu'on aura à avoir des nouvelles molécules qui vont baisser la Lp(a) pour comprendre de quoi il retourne. Donc on en est là pour ce monsieur que je continue à suivre avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. Son fils, avant de conclure, en vrai. La Lp(a) c'est génétique. On discute de dépistage, cascade screening, dépistage universel. Il faut, quand on a une Lp(a) élevée, doser la Lp(a) chez les membres de la fratrie. Identifier les gens qui ont fait des infarctus. Enfin, avoir toute cette enquête qui est de même nature. Donc la pédagogie qu'on doit avoir vis-à-vis de la Lp(a) et sur l'élévation est exactement la même que celle de l'hypercholestérolémie familiale. Et vous comprenez pourquoi je m'étais permis d'insister auprès de vous, parce que c'est beaucoup de gens qui sont dans des situations de risque et que vous commencez maintenant à découvrir toute une série d'histoires de cet ordre-là. Son fils a 21 ans, un jeune homme vraiment très sérieux, que son père a dû élever seul puisqu'il était veuf. Il est fumeur à 15 ans, comme souvent pas mal de nos jeunes. Son IMC est un peu plus élevé que celui de son papa, il a un léger surpoids. Et voyez son bilan lipidique, 1,90 g de LDL. Donc moins élevé que celui de son père, mais c'est quand même le seuil à partir duquel on commence à discuter l'hypercholestérolémie familiale d'origine génétique. Et sa Lp(a), elle est, curieusement, le labo me rend supérieure à, sans me donner une valeur pondérale précise, c'est-à-dire à plus de 250 millimoles, c'est-à-dire à plus d'1 gramme par litre. Mais quelque part, on voit bien qu'il a un formulaire lipidique qui ressemble beaucoup à celui de son père. Et en plus, il fume beaucoup plus. Donc ça veut dire que ce jeune homme, il est le candidat à l'infarctus du myocarde bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? S'attaquer bien sûr énergiquement à cette question du tabagisme, quels que soient les traitements associés. Je l'ai mis sous traitement par statine, en n'oubliant pas ce que je vous disais tout à l'heure, son LDL, il fallait le corriger de sa Lp(a) qui était fort élevée. Et son LDL est descendu à 1,13 g sous 10 mg de rosuvastatine, il était à 1,90 g. Et vous voyez que si vous le corrigez, la Lp(a), il est à 0,80 g. Donc ça veut dire que l'objectif est atteint. Il est en prévention primaire dans les normes que nous avons définies. Mais en revanche, il a une Lp(a) qui est élevée, qui est un facteur de risque à prendre en considération. On travaille au sevrage tabagique de manière énergique. Il ne faut pas lâcher les choses. Ce n'est pas anecdotique. Le tabac est le premier tueur. 75 000 décès évitables. C'est 0. Mais c'est difficile. Il faut travailler avec les gens qui peuvent vous aider, votre médecin traitant, les addictologues, tous ceux qui ont des intérêts à cela. Et pour finir, c'est juste pour vous rappeler ce qu'on a dit dans les recos. Le fait que ce jeune homme ait une Lp(a) à plus d'1 gramme va peut-être nous amener à rajouter à son traitement, si on fait confiance aux recommandations françaises, un traitement anti-agrégant plaquettaire, c'est-à-dire des petites doses d'aspirine, 75 mg par exemple. Mais pour cela, il faudra qu'on trouve des stigmates d'athérosclérose infraclinique qui débutent soit sur les carotides, soit sur les coronaires qui pourraient se calcifier du fait de l'augmentation de la Lp(a). J'espère que c'est assez clair. Donc, il y a aussi d'autres mesures thérapeutiques simples qui peuvent être discutées avec le généraliste et le cardiologue. Les associations, la première qui a été créée, c'était celle de Sandra Revel, qui était une dame comme, malheureusement, on nous en décrit beaucoup, dont le papa était décédé à 54 ans subitement d'un infarctus, et qui a fait son premier infarctus alors qu'elle-même n'avait aucun facteur de risque, qu'elle joguait, qu'elle ne fumait pas, qu'elle était mince et que. Elle l'a fait, elle, à 37 ans. Lp(a) au plafond. La LP Little A Foundation a fermé boutique du fait d'une absence de fonds. Et il reste vaillamment, maintenant,
ANET et l'ALP petit a. Donc, je conclus pour de vrai. On m'a demandé de répondre à des questions, donc j'essaie de vous donner des réponses. L'ALP petit a, qu'est-ce que c'est? Une lipoprotéine, vous avez compris qu'elle est hétérogène LDL, thrombogène ApoB, dont la concentration est génétiquement déterminée. Elle est impliquée dans le risque d'athérothrombose, on l'a vu chez l'adulte, coronaropathie, AVC, de sténose valvulaire aortique chez les sujets âgés et d'AVC chez l'enfant. Donc un tableau quand même qui est complexe. Mécanisme d'action complexe et partiellement élucidé, il y a encore des choses à comprendre, la génétique, le mode d'action. Son dosage reste simple, même s'il n'est pas encore totalement standardisé, mais il n'est pas remboursé. Donc un des combats, c'est d'obtenir le remboursement, on y travaille. Bernard le sait, on a participé à une réunion toute récente à ce sujet. Pourquoi l'ANET l'a intégrée dans sa sphère? Est-ce que je dois répondre, être juge et partie? Car elle s'inscrit dans une problématique qui est identique à celle de l'HF, complètement LDL particulière, génétiquement déterminée. Les enjeux, c'est le dépistage systématique dans les conditions définies par les recommandations qui évoluent, et vous pouvez vous référer à celle de la NSFA avec, on l'espère, un remboursement. Et l'espoir, et je terminerai sur cette note d'espoir, c'est les thérapeutiques spécifiques qui arrivent, oligonucléotides antisens, siRNA, sont des injections qui seront peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, encore mieux que les inhibiteurs de PCSK9. Mais ce que les données scientifiques nous disent, c'est que il faudra une réduction importante de la peptide, donc repérer des niveaux très élevés. Mais on sait actuellement avec les données de randomisation mendélienne, c'est-à-dire les études de génétique, que si on fait baisser la L-peptide de 0,65 g à 1 g, on obtiendra un effet équivalent à la diminution de 0,38 g, c'est-à-dire de 1 millimole de LDL, ce qui est considérable. Oups. Voilà, il y en avait une autre, elle n'est pas là. Bon, écoutez, je vous remercie de votre attention et sans peut-être vouloir spoil gâcher, je vous donne peut-être rendez-vous à Reims pour 2023. Oui, madame? Alors justement, vous avez fait petit a, mais si vous demandez ça à votre médecin, parce que nous sommes que patients, concernés, mais patients, bien sûr. Je dis si on le demande, il va nous dire, mais pourquoi vous allez me demander ça? Je ne peux même pas lui débiter tout ce que j'ai. Même si, voilà. Alors, de toute façon, vous êtes en droit de lui demander, et peut-être qu'il a quand même quelques éléments. Il y a eu des publications scientifiques depuis longtemps sur le sujet. Simplement, le temps qui est consacré dans les études médicales, d'une façon globale, aux dyslipidémies, HF comprise et LP petit a, c'est de l'ordre de 2 à 3 heures sur l'ensemble du cursus médical. Donc vous imaginez bien que la LP petit a, quand on en parle, c'est 5 minutes au maximum. D'où le fait que ça peut être noyé dans les connaissances de votre médecin généraliste. Bon, néanmoins, certains connaissent. On en parle quand même maintenant de plus en plus. Et si il vous demande pourquoi, parce que vous avez des informations sur le fait que c'est un facteur de risque comme le mauvais cholestérol et que vous souhaiteriez, parce que dans votre famille, il y a des coronariens, parce que votre cholestérol... Voilà. Donc ça, je veux dire, rien ne vous empêche, et s'il ne sait pas, ça l'incitera peut-être à s'informer un peu. Vous pouvez même lui apporter des informations sur le sujet. Normalement, on a publié en complément des recommandations que vous avez vues là, tout un article en français qui est sur le site d'ANET que vous pourrez voir et qui concerne, qui est écrit donc en français, un résumé des recommandations à destination des médecins généralistes. Donc ils peuvent vous informer. S'ils ne le sont pas, ils vont sur le site, ils s'informent. Et puis le seul écueil, c'est le coût du dosage, puisqu'il n'est pas remboursé pour le moment. Mais en milieu hospitalier, nous arrivons à ce que ce soit pris en charge dans des forfaits. Voilà. Ma petite fille de route, quand on leur parle, on leur dit toujours revoyez avec nous. On nous demande toujours systématique. Et je pense que je ne suis pas la seule comme ça. C'est le problème de. Vous disiez en début de réunion, on a tendance toujours à se reporter sur les gros centres et le reste, après, débrouillez-vous un petit peu. Voilà, alors c'est plus difficile et ce sont quand même des dosages qui, pour la majorité, sont centralisés et sont faits plutôt dans les gros centres. Mais ça, c'est pas gênant si vous allez dans votre labo parce que vous habitez dans un petit village, dans une petite ville, il sera renvoyé dans un grand centre et puis vous aurez vos dosages. Donc c'est pas un problème.